Hector, le vélociraptor. Plus qu'un psy, c'est un dino en or. Hector, le vélociraptor. Vulgarise la psychologie encore. Bonjour à toutes et à tous, mes petits Triceratops et bienvenue sur la chaîne du Raptor Neuropsy complètement hyperactif. Wouhou! On est chaud? Ouais. Voilà, ok. Alors, aujourd'hui on va parler d'intelligence avec notre invité spécial Mathieu Chevassu, que vous avez déjà vu sur la chaîne dans la vidéo consacrée à Maggie Simpson. Je crois que les gens te voyaient, mais tu peux dire salut, c'est vrai que c'est marrant. Et on accueille aussi Marjorie qui fait partie de l'équipe du Raptor Neuropsy depuis le début et qui apparaît pour la première fois en vidéo. Hola. Hola. L'étude scientifique de l'intelligence commence avec Binet et Simon en 1905 qui créent le premier test permettant de mesurer l'intelligence. En 1938, c'est Wechsler qui commencera à travailler sur ce concept et qui créera les échelles de mesure d'intelligence qui sont aujourd'hui les plus connues. Il existe une version notamment pour les enfants, le WISC, et pour les adultes, la WISE, qui en sont aujourd'hui respectivement à leur 5e et 4e version. Mais la définition de l'intelligence ne fait pas encore consensus et il y a d'autres modèles qui ont émergé depuis ces premiers travaux, notamment le modèle triarchique de Sternberg en 1988 qui, en plus de l'intelligence analytique, place l'intelligence pratique et l'intelligence créative. En 1993, année de la sortie de Jurassic Park, le modèle Cattell-Horn-Carroll a été élaboré et c'est aujourd'hui celui qui est le plus utilisé pour parler d'intelligence. On reviendra dessus tout à l'heure dans la vidéo. D'autres modèles alternatifs ont vu le jour, comme le modèle de la théorie des intelligences multiples de Gardner, créé en 1983, qui a été ensuite peaufiné en 1993. D'après Wikipédia, l'intelligence est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes, plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre et de s'adapter à des situations nouvelles. L'intelligence a été décrite comme une capacité d'adaptation, apprentissage pour s'adapter à l'environnement, ou au contraire une capacité de modifier son environnement pour l'adapter à ses propres besoins. Du coup, les animaux, les plantes ou les outils informatiques peuvent faire preuve d'intelligence. L'intelligence peut également être perçue comme la capacité à traiter des informations pour atteindre un objectif. L'intelligence est étudiée par de nombreuses disciplines comme entre autres la psychologie cognitive, la psychologie du développement, l'anthropologie, l'éthologie cognitive qui concerne l'intelligence animale, les neurosciences ou encore la génétique. Dans la communauté scientifique, il n'y a à l'heure actuelle pas de consensus sur ce phénomène complexe et plurifactoriel qu'est l'intelligence. On peut dire au final que le terme d'intelligence possède presque autant de définitions qu'il y a d'individus qui en parlent. Donc du coup, le modèle actuellement le plus utilisé est le modèle de Carroll, Horn et Cattell, qu'on va avoir un facteur G, donc un facteur général, qui va gouverner plusieurs domaines de la cognition. Sous ce facteur G se cachent des habiletés cognitives dites générales. Parmi celles-ci, on retrouve le raisonnement fluide, l'intelligence cristallisée, ou encore les compétences visuo-spatiales. Dans les tests cognitifs classiques, type échelle de Wechsler, ces domaines cognitifs généraux vont être finalement décrits sous la forme d'indices. On va avoir par exemple un indice de compréhension verbale, un indice de raisonnement perceptif. Ces indices ou habilités cognitives générales vont eux-mêmes découler de compétences plus spécifiques qui sont évaluées par des sous-tests précis. Par exemple, pour évaluer une habilité cognitive générale, on va utiliser une épreuve spécifique qui va permettre d'évaluer par exemple le vocabulaire, le niveau de raisonnement à travers par exemple un outil de raisonnement logique visuel. Finalement, tout ce qui est aspect social, aspect culturel, sont des éléments qui ne sont pas pris en compte dans ces épreuves. Par exemple, les épreuves qu'on va proposer ici en Europe, qui sont très basées sur les connaissances du coup culturelles, les connaissances vocabulaires, des outils de raisonnement, vont pas forcément être adaptés à des personnes qui sont issues d'une autre culture non européenne. À ce titre, on peut citer l'exemple du modèle de l'intelligence multiple proposé par Gardner. Et la dalle. Intelligence stomacale. Globalement, pour Gardner, l'intelligence ça renvoie en fait à la mobilisation d'un ensemble de processus cognitifs, de processus de raisonnement qui permettent justement d'atteindre un but dans un contexte social donné. Dans le modèle de Gardner, on distingue 8 types d'intelligence.
Le premier type d'intelligence, c'est l'intelligence linguistique. On va avoir l'intelligence logico-mathématique. On a un autre type d'intelligence qui est mentionné, c'est l'intelligence visio-spatiale. Ensuite, on distingue l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence interpersonnelle. On distingue également l'intelligence kinesthésique et motrice. Nous avons également l'intelligence musicale. Ensuite, il y a également l'intelligence existentielle. Voici la vie, la vie. La belle vie qui coule dans nos veines. Et l'intelligence naturalistique correspond finalement à cette forme d'intelligence, d'analyse, de compréhension et de ressentir tout ce qui est du domaine du vivant, donc les plantes, les animaux. Quante partiro. À ce sujet, Scherrer et Karagian ont sorti un papier en 2017 traitant de ce modèle. Donc dans ce papier, Scherrer et Karagian partent du principe que pour être validé, un modèle doit faire référence à différents points. Donc ce papier part de la simple analyse que finalement les éléments qui sont rapportés dans le modèle de Gardner peuvent être confrontés à la littérature scientifique actuelle et notamment à des corrélats neurobiologiques. À ce titre, les auteurs ont fait une genre de méga méta-analyse à partir de différents papiers qui traitent de ces questions des différents domaines cognitifs mentionnés par Gardner, et à partir de là, essayer d'établir des corrélats entre ces domaines cognitifs et les données neurobiologiques. Donc globalement, ce que ce papier met en évidence, c'est qu'il y a bien des corrélats neurobiologiques distincts qui sont bien associés à ces différents domaines cognitifs. Par exemple, l'intelligence linguistique mentionnée par Gardner va être associée à différentes régions cérébrales, notamment frontales, à savoir le gyrus frontal inférieur gauche, qui renvoie classiquement à l'aire de Broca. Paul Broca. Donc nous savons que cette aire cérébrale permet notamment la production du langage. Il y a également l'implication d'une autre aire, qui est l'aire de Wernicke, et qui, elle, va être également une aire importante dans le langage, puisqu'elle va jouer un rôle dans la compréhension. Donc elle, ça va plutôt être une aire qui va être située au niveau temporal. À titre d'exemple, il y a également l'intelligence musicale ou l'intelligence kinesthésique qui vont mobiliser des régions dites motrices qui sont situées au carrefour entre les régions pariétales et frontales, donc qui permet justement la mise en place et la mise en place des mouvements. Donc ça va être plutôt du cortex prémoteur et la mise en place de ces actions à travers le cortex moteur. Donc globalement, cet article met en évidence qu'il y a des bases neurobiologiques fondées qui permettent de rendre ce modèle de Gardner plus objectivable au niveau des sciences cognitives notamment, puisque justement la problématique au niveau des différents cadres théoriques qui peuvent exister au niveau de l'intelligence, c'est que les études et les modèles sont souvent très variés, et pouvoir distinguer les différents processus ou les différentes fonctions cognitives associées à chacun de ces éléments est difficile d'un point de vue scientifique à tester, puisqu'en fait au niveau scientifique il faut bien avoir un cadre rigoureux qui permet de tester des processus distincts pour être bien sûr que les éléments qui sont observés ne relèvent pas finalement d'une interaction entre plusieurs facteurs et relèvent bien d'un facteur unique. C'est souvent ça qui rend difficile l'étude justement des cadres théoriques qui sont souvent jugés trop globaux. On va maintenant se recentrer un petit peu sur ce que c'est l'intelligence émotionnelle. Selon les psychologues Salovey et Meyer, ce type d'intelligence va se référer à la capacité qu'on a de composer avec nos propres émotions, de les comprendre et de comprendre aussi les émotions des autres et leur rôle dans les interactions sociales. Cette capacité va donc être en lien avec ce qu'on pourrait appeler une intelligence sociale. Ça va rejoindre aussi un peu le concept de cognition sociale qu'on entend en neuropsychologie. Le concept d'intelligence émotionnelle a été popularisé par Daniel Goleman en 1995. Putain, j'en ai marre. Le modèle proposé par Goleman... Le modèle... Elle tourne une vidéo par procuration, donc... Tu remettras la photo de Jean-Jacques Goldman. Le modèle de Goleman développe 4 concepts principaux. Le premier, c'est la conscience de soi. C'est la capacité qu'on va avoir à comprendre nos émotions, à savoir ce qu'elles veulent dire et donc à les utiliser dans la vie de tous les jours. Le deuxième concept, c'est la maîtrise de soi. C'est celle qui consiste à savoir gérer ses émotions. Le troisième concept, c'est celui de la conscience sociale, qui englobe les capacités qu'on a à comprendre les émotions des autres et à y réagir. Enfin, la gestion des relations va correspondre à la capacité qu'on a à inspirer les autres, mais aussi à gérer les conflits. Qu'est-ce que t'as dit au sujet de ma mère ?
L'intelligence ne peut pas être entièrement comprise indépendamment de la société. Les comportements socialement acceptés et valorisés dans certaines cultures ne le sont pas forcément dans d'autres. Par exemple, dans la culture de l'Antarctique, votre intelligence de détruire la planète, ça marche pas. Prenons l'exemple de notre société occidentale. L'intelligence se caractérise majoritairement par l'apprentissage, alors que par exemple dans la culture taoïste, elle serait plutôt caractérisée par l'empathie et l'humilité, ou encore dans la culture de certains pays d'Afrique, elle serait davantage caractérisée par la stabilité et le maintien de l'harmonie. Pour donner un autre exemple, une étude réalisée en 2004 a été faite en Alaska par Grigorenko et collaborateurs. L'intelligence académique et l'intelligence pratique ont été évaluées chez des enfants issus de milieux ruraux ou urbains. L'étude a montré une intelligence académique plus performante chez les enfants issus de milieux urbains, alors que chez les enfants issus de milieux ruraux, l'intelligence pratique était beaucoup plus importante. Wow. Mais l'intelligence n'est pas du tout le propre de l'homme et appartient à de nombreux animaux. Francis Lalanne. Barbecue ? Camoulox. Ouh, bravo Jean-François. Mais l'intelligence n'est pas du tout le propre de l'être humain et plein de formes d'intelligence sont insoupçonnées chez la plupart de nos amis les animaux. Je crois que c'est le moment de préciser au public qu'actuellement on est sous l'influence d'aucune substance toxique. Je vais vous citer ici de nombreuses études qui ont été faites et que j'ai récupérées dans le livre d'Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger des animaux, qui est un peu une sorte d'énorme méta-analyse de tout ce qui a été fait au niveau de la cognition des animaux, donc des poulets, des cochons, des moutons, etc. Surtout ceux qu'on met en général dans notre assiette, sauf nous les végétariens, vous-même vous savez, représente si t'inquiète. On peut faire un lien ici avec le modèle de Gardner, le modèle des intelligences multiples, dont vous a parlé Mathieu tout à l'heure, avec la notion d'intelligence naturaliste ou naturalistique, qui nécessite de savoir, d'arriver à comprendre en fait chez les animaux quelles peuvent être leurs intentions, arriver à lire certaines émotions, etc. Je reprends maintenant l'exemple du livre dont j'étais en train de vous parler, avec, je lis mes notes parce que je ne vais pas faire chaque étude une par une. On a déjà pour commencer Thelma Rowell en 93 qui a démontré que les moutons font preuve d'une intelligence émotionnelle et sociale qui est égale voire supérieure à celle des primates. En 2001, des chercheurs britanniques ont montré que les moutons reconnaissaient des dizaines de visages de leurs congénères, même 2 ans après ne peut les avoir vus. Mémoire épisodique, big up. Big up, mémoire épisodique, Tulving, Conway ma gueule. Hagen et Broom ont même réussi à mettre en évidence l'effet Eureka chez les vaches. L'effet Eureka, c'est quand on a réussi à accomplir quelque chose et qu'on a plein d'indicateurs psychologiques et biologiques qui montrent qu'on est galvanisé par cette réussite. Par exemple, une augmentation du rythme cardiaque, une libération de la dopamine. Je vais peut-être éviter de les perdre complètement. En 2005, c'est Abeye Singh qui a démontré que les poulets étaient capables d'envisager l'avenir. Donc les cuisses de poulet dans notre assiette l'envisagent vachement moins. Ça dénonce ce soir, ça tire à balles réelles. L'avenir, je lis l'avenir dans les boules de cristal et je lis que les humains, vous nous cassez à tous un peu les plumes. Giorgio Valortigara est un pionnier dans la recherche cognitive chez le poulet. Décidément pas choisi la bonne carrière. Ça décompense à côté de moi. Il a démontré notamment que les poussins, dès leur plus jeune âge, possèdent des capacités étonnantes au niveau par exemple de la compréhension du monde physique, de la solidité des objets, mais aussi au niveau de l'arithmétique ou encore de la géométrie. Ce que ne possèdent pas certains êtres humains à l'âge adulte. Ensuite, au niveau des cochons, il a été démontré que ces animaux qu'on voit de façon très péjorative et beaucoup plus qu'ils ne le sont, réussissent parmi de très rares espèces à passer le test du miroir, c'est-à-dire à comprendre que l'image qu'ils voient dans un miroir est la leur. Ils ont donc une conscience de soi que partagent très peu d'animaux comme les dauphins et Gardner. Et on peut encore faire le lien avec le modèle de Gardner, effectivement, avec la notion de conscience de soi, d'intelligence de son propre corps, etc. À l'université de Pennsylvanie en 1997, Stanley Curtis a démontré que les cochons prenaient du plaisir à jouer aux jeux vidéo et ils sont doués. Pas comme Trump, oui c'est vrai. En même temps, le niveau d'intelligence de Trump est... Ah, coupez la caméra. Les cochons sont des animaux capables de stratégies machiavéliennes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de tromper leurs congénères, de mettre en place des stratégies,
des diversions, des choses un peu comme nous on est capable de faire. Oh, le caractère de cochon! What you say? La sapiosexualité est le fait d'être sexuellement ou sentimentalement attiré par des personnes intelligentes, instruites ou charismatiques. C'est une notion étudiée depuis assez récemment. Fun fact. En 2019, la secrétaire d'État française Marlène Schiappa a déclaré être sapiosexuelle. Selon Félix Dussault, qui est un chercheur qui aborde entre autres, la psychologie, la sociologie et l'anthropologie, l'émergence de nouvelles identités sexuelles, comme la sapiosexualité, peuvent être perçues comme des alternatives intéressantes afin de remettre en cause des conceptions autour de la monogamie. Le chercheur canadien travaille du coup sur des concepts comme le polyamour, le libertinage ou les relations libres. En gros, le sexe en dehors des constructions sociales. Patrick Papazian, sexologue, nous dit ainsi que dans notre monde virtuel d'images clinquantes, les adeptes de la sapiosexualité revendiquent le droit d'être attirés par ce qui se trame au-delà des apparences, de considérer l'intellect comme un aphrodisiaque et les discussions philosophiques comme des préliminaires. Une étude menée en 2018 montre qu'en moyenne, les personnes qui sont considérées comme étant le plus attirantes sexuellement sont celles qui ont un QI de 120, soit meilleur que 90% de la population. Ce document nous explique ainsi que 8% de la population serait sapiosexuelle. L'intelligence a donc la cote. Et pas la cote-cote! C'était très spontané. Hein, j'ai vu la poule, j'ai dit la cote. Domaine de l'imagerie cérébrale, essor des neurosciences, études des facteurs génétiques, environnementaux, biologiques, plein de disciplines s'intéressent encore aujourd'hui à ce qu'est l'intelligence pour essayer de la définir de façon la plus complète possible. Peut-être aurons-nous des réponses dans le monde de demain. C'est pas très Covid-friendly ça, monsieur. C'est tout pour cet épisode du Raptor Neuropsy. Personne ne m'a coupé. Oui, j'ai réussi à le dire en entier. C'est tout pour ce nouvel épisode du Raptor Neuropsy avec nos deux invités spéciaux. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux et à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Le prochain épisode sera consacré aux effets du voyage et du contact avec la nature sur notre santé mentale avec Aurélie, psychologue de l'éducation nationale. D'ici là, portez-vous bien, restez dinos et on vous dit à bientôt. Bisous!